Ok, bonjour. Donc je vais effectivement vous présenter les résultats d'une étude que nous avons faite auprès de consommateurs chinois, américains, de consommatrices chinoises, américaines et françaises, pour essayer de comprendre comment, après cette année, c'est presque 1 an et demi de crise pandémique, comment finalement on se projette avec cette résilience qu'on a pu observer du luxe. Et effectivement, on s'aperçoit que malgré tout, même si le luxe a plutôt bien résisté, il y a eu un impact sur l'envie d'acheter des produits de luxe. Alors il a joué de façon un petit peu contrastée selon les régions. On voit qu'en France, c'est assez partagé, quand même 27% qui en ont eu moins envie. Aux États-Unis, 32%, alors qu'en Chine, on a au contraire un effet de rebond, de consolidation du désir d'acheter du luxe. 59% des femmes chinoises disent qu'elles en ont encore plus envie, donc un luxe de compensation qui joue à plein son rôle. Donc on a vraiment ici une première tendance intéressante. Et du coup, qu'est-ce que ça signifie en termes d'attente, hein, qu'est-ce qu'on attend d'une marque de luxe? La question était ici, quelles sont les raisons pour lesquelles le luxe a pu être résilient? Et on voit qu'il y a toujours quelque chose qui est central dans le luxe, c'est l'excellence du produit. Vous voyez que quel que soit le marché de référence, le premier critère ou le deuxième aux États-Unis, c'est la résilience du luxe. Et puis d'un marché à l'autre, les choses se construisent un petit peu différemment. Quand on regarde en France, cette force du rêve véhiculée par le luxe est un élément central, c'est ce qui est mis en avant. Aux États-Unis, c'est toute la capacité qu'a eu le luxe à se réinventer, à se dynamiser autour du digital, avec effectivement la présence de l'e-commerce, le renforcement de l'e-commerce et la richesse de la communication du luxe sur le digital. Et en Chine, on retrouve des éléments de réassurance autour des fondamentaux, autour de ce besoin de culturation, de besoin de comprendre, d'apprendre, autour du patrimoine, de l'histoire des marques, mais aussi, on le voit, de l'engagement qui fonctionne fortement en Chine et de la créativité. Donc finalement, l'excellence au centre des trois consommatrices au travers le monde, mais en même temps, des 3 types de consommatrices, mais en même temps, des spécificités régionales. Ça, c'est une question, on leur demandait sur quoi il était important que les marques de luxe s'engagent. Et là, on est vraiment dans l'exothérapie au sens où qu'est-ce que le luxe doit faire pour arriver à convaincre? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et effectivement, là, encore une fois, il y a des constantes qui sont internationales. La première, c'est effectivement tout ce qui a trait à l'enjeu d'engagement RSE. On le retrouve à travers 2 critères. Forcément, la protection des animaux. Ce n'est pas surprenant, un petit peu moins engagé en Chine. On a aussi quelque chose tout en bas au sujet de l'engagement environnemental, de l'écologie, qu'on va trouver plus fortement en Chine et aux États-Unis. Et on a de façon transversale la responsabilité sociale, qui est un élément important. On sait à quel point le luxe a eu un rôle de protection pendant la crise autour de l'emploi, autour également des actions de solidarité qu'il a pu mener vis-à-vis des consommateurs. Et donc tout cela est aujourd'hui au cœur des attentes des clientèles, quels que soient les marchés. Autre question également, elle est clé. On en parlait tout à l'heure dans l'introduction de notre philosophe que nous avons entendu tout à l'heure, donc M. Pépin. Donc il nous disait effectivement que le mystère est un élément fondamental du luxe. On le voit ici, il n'est pas de luxe sans mystère. Et dans un monde de transparence, dans un monde où on demande de plus en plus de lisibilité de ce que les marques font, de ce que les maisons engagent, malgré tout, il y a une attente forte quant au mystère. Vous voyez, c'est un facteur d'attrait. Regardez le chiffre extrêmement fort de la Chine, où pour les Chinoises, luxe et mystère font partie intégrante, donc il faut préserver cette part de mystère. Et on voit même que on a face à la transparence, même c'est majoritaire très fortement en Chine. 71% des femmes chinoises nous disent que la transparence ferait perdre du prestige et de la désirabilité aux maisons qui s'engageraient trop dans la transparence. Donc là encore, un élément à préserver quand on parle de luxe thérapie, il faut avoir en tête que ça fait partie de ce qui protège le luxe que de préserver cette zone de mystère. Quand on regarde sur quoi il y a des attentes de transparence, les 2 points sur lesquels il y a besoin de transparence, c'est sur le produit et sur
son origine, sur sa fabrication, sur ses matières premières et sur l'engagement en RSE. En revanche, entrer plus en profondeur sur des éléments plus financiers, des éléments qui révéleraient le choix des fournisseurs, les marges, la rémunération des dirigeants, ce n'est pas une attente dans aucun des marchés, éventuellement un petit peu à 30%, aux alentours de 30% pour les femmes chinoises, mais pour le reste, on n'a pas du tout d'attente à ce niveau-là quant à la transparence. Et enfin, quelle posture pour le luxe demain? Donc on a joué ici avec des échelles, ce qu'on appelle des échelles bipolaires, c'est-à-dire on a demandé de se positionner entre durable, éphémère, rareté, profusion, créativité ou classicisme, discrétion ou extravagance. Il y a une constante, c'est que le luxe durable est une tendance partagée sur les trois marchés. Durable est un mot-clé. On l'a déjà largement exprimé dans toute une série d'études que l'on mène sur notamment le recyclage, sur le luxe de la seconde main, tout ce qui est la réutilisation, la remise en service, la préservation aussi de ne pas jeter, de ne pas détruire les invendus. Cette idée de durable est un élément clé, partagé par les trois marchés. On a des contrastes par contre sur les autres. On voit qu'en France, la rareté est dominante, elle est partagée aux États-Unis et elle est un petit peu plus sur la profusion que sur la rareté aux États-Unis, en Chine, pardon. On est sur un luxe créatif en France et en Chine, et on est sur un luxe discret exprimé très fortement aux États-Unis avec 62%, majoritaire en France, alors que on voit que en Chine, l'idée de l'extravagance domine par rapport à ce qu'on attend d'une maison de luxe. Donc on a effectivement ici un contraste quand même entre probablement un luxe plus extraverti, plus ludique, plus de plaisir en Chine, un luxe peut-être un peu plus rationnel, un petit peu plus contrôlé aux États-Unis, et en France, un luxe sur la tradition du luxe français. Alors, dernière question sur cette étude, c'est sur la montée du shopping online. Effectivement, ce qui s'est passé pendant cette crise a de toute évidence modifié les comportements, par obligation certes, mais finalement aussi par convenance, par facilité. Et on voit que dans la dualité entre le luxe shopping en boutique et le shopping sur Internet, les choses se sont très fortement... Si nous avions fait cette étude il y a ne serait-ce que 3, 4, 5 ans, les résultats eussent été totalement différents. Et on voit effectivement ici que quand on regarde aux États-Unis, on est beaucoup plus aujourd'hui, on a basculé dans le shopping, dans le shopping sur Internet. J'ai une petite aversion, je crois d'ailleurs, dans les chiffres, mais bon. C'est 52% sur le shopping sur Internet. En France, c'est 39%. Et en Chine, c'est 42% sur le shopping sur Internet. Donc on a, excusez-moi de l'inversion des tableaux, mais c'est le contraire qu'il faut lire. C'est le bleu, c'est le shopping online. Et en gris, c'est le shopping en boutique. Donc on a effectivement ici une vraie poussée du shopping online qui a forcément été totalement dictée par les modifications des pratiques un petit peu imposées par cette crise sanitaire. Alors, en conclusion, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, premièrement, dans les attentes des consommateurs, on voit aujourd'hui qu'il y a une véritable montée de ce besoin de protection. On l'a senti à travers toute une série d'indicateurs, on le voit aussi à travers toutes nos études. Les consommateurs aujourd'hui ont besoin d'être protégés. C'est une protection, donc on attend, et des marques qu'elles contribuent à cette protection à travers un luxe protecteur à la fois sur la protection mentale, le mental health, avec là un besoin d'évasion, de les déstresser, d'apporter cette capacité de créer un détox mental, de les protéger au travers le cocooning, et cette décélération qui est attendue des marques de luxe pour qu'elles soient moins dans la sollicitation, à la fois dans la communication, mais aussi dans l'offre produit. Donc là, ce besoin de repos, de pause est une première attente forte des consommateurs, et qui dans la luxe-thérapie est un élément clé de la reconquête, en tout cas de la consolidation de la relation avec ses clients. Un luxe autour de la protection physique aussi. Cette crise a créé une véritable peur, une angoisse par rapport à la sécurité, par rapport à la santé physique. Et donc, ce qu'on va attendre des marques, c'est qu'elles apportent effectivement ici de l'équilibre, du détox,
L'innocuité au niveau du produit, on a fait d'autres enquêtes, c'est une attente, c'est un des premiers risques considérés par les consommateurs, c'est la toxicité des ingrédients, la protection, toute cette notion d'harmonie, de sécurité, de se sentir protégé. Les marques de luxe ont cette capacité, parce qu'elles sont fortes, parce qu'elles sont irréprochables, elles sont d'excellence, d'apporter tout ce réconfort moral aux consommateurs. Soyez-en conscients, parce que ça fait partie des choses que véritablement, s'ils sont bien joués, pourront renforcer, consolider encore le lien entre les consommateurs et les maisons de luxe. Et enfin, une protection sociale, à un moment où effectivement il y a eu désocialisation, où il y a eu un éloignement physique imposé par la pandémie, un éloignement social aussi. Les marques de luxe doivent recréer ce lien autour de, effectivement, remettre les gens ensemble, c'est le cas du retail, mais ensemble d'une façon protégée, en préservant leur santé, en les reconnectant. C'est vrai que la reconnexion, dans un moment où nous avons été désocialisés, éloignés les uns des autres, est un élément fort, et donc tout ce qui est autour du safe retail, de la sphère privée, mais aussi de toutes ces contraintes de privacité, notamment en Chine, où on sait que c'est un enjeu fondamental. Tout ce qui est autour du RGPD, de la protection de l'individu, sont des éléments très forts dans les attentes consommateurs. Donc, un luxe protecteur, mais aussi un luxe qui doit s'incarner par un nouveau leadership. On est dans un moment où un certain nombre d'institutions, un certain nombre de repères ont été bousculés par la crise. Il y a une perte de crédibilité de ceux qui nous gouvernent, un certain nombre d'institutions. Le luxe peut reprendre parce que ce sont des marques fortes, parce que ce sont des maisons qui ont une histoire, un contenu, une vision, doit reprendre ce nouveau leadership et l'exprimer différemment. Et là, on a effectivement un leadership autour de l'émetteur. Il faut que les maisons de luxe reprennent cette capacité à être incarnées, à retrouver un leadership incarné, certifié, contrôler, ne pas déléguer et être dans un rapport beaucoup plus intime que familier. Donc il faut retrouver cette autorité parce qu'il y a une attente de leadership de la part des consommateurs. Le deuxième élément, c'est le leadership de l'influence. Attention, je parlais de délégation, ne pas déléguer, bien choisir ses ambassadeurs, bien choisir ses tribus, bien choisir ses collabs, maîtriser la tonalité du contenu en le contrôlant et également en le rendant cohérent. Tout ça est très important dans un moment où il y a une perte de repères. Troisième élément, le leadership qui ne doit plus être un leadership unique, international, dicté d'un seul marché, mais un leadership multilocal, multiculturel, proximité culturelle, de retrouver du lien avec le local, de s'appuyer, de construire au niveau local des collaborations, de s'appuyer sur les réseaux locaux et de se recentrer également, on le sait à quel point ça a été important, de se recentrer sur les clientèles locales qui ont repris toute leur force. Autre élément de ce leadership, c'est le leadership par le produit. On a vu tout à l'heure à quel point l'excellence du produit était un élément déterminant dans ce qu'on attendait d'une marque de luxe. Là encore, le leadership par le produit, c'est la créativité, c'est retrouver un style, retrouver une façon de représenter l'unicité de la création, la dimension éthique aussi à travers le produit. Attention à comment on explique les ingrédients, les matières premières, comment on explique son savoir-faire, son métier, les séries limitées, les séries capsules, et aussi tout ce qui est lié à la certification digitale qui doit venir rassurer sur le produit. Et le leadership par le produit, c'est ce qui fait quand même la différence du luxe. Autre élément sur le leadership par le service. Le luxe, par essence, c'est se mettre au service de son client, c'est le traiter d'une manière unique, différente. Ce leadership autour de la circularité, du second-hand, il faut qu'on intégrer le second-hand dans vos dispositifs de marque, dans vos dispositifs de distribution. L'après-vente qui doit être personnalisée, le digital care, aussi on en parlait tout à l'heure, et puis tout ce qui est le CRM, c'est-à-dire intégrer l'intelligence artificielle pour créer un service unique, différencié et que seul le luxe peut délivrer aujourd'hui. Enfin, on a deux autres éléments autour du leadership, autour de la distribution, le leadership par le retail. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui cette capacité à la fois de travailler sur le retail, le online et le offline,
online. Donc tout ce qui est le brick and mortar reprend toute cette force, toute cette capacité à créer une expérience de live streaming, de personal shopper, mais on peut par le luxe digital récupérer de l'information, créer du lien individuel et puis intégrer le second hand dans la distribution et également jouer avec les marketplaces qui sont en train de prendre une place considérable dans les comportements d'achat des consommateurs de luxe. Le leadership à travers l'expérience, je vais aller rapidement là-dessus, vous le savez à quel point le besoin d'expérience est clé chez les consommateurs du luxe. Il faut véritablement amplifier, magnifier cette expérience, la rendre encore plus unique avec tout ce qui est autour de l'art, de la culture, de pop-up store, dynamiser en permanence ce que vous proposez aux consommateurs parce qu'il faut réhabiliter, redonner l'envie du commerce physique. Il est important, il est clé dans la rencontre entre le consommateur et le luxe. Il ne faut pas l'abandonner au profit du digital. Il reste un élément moteur de la construction de la relation. Et voilà, j'ai terminé. Je vous remercie beaucoup.